L'économie sociale et solidaire est souvent présentée par le nombre d'emplois qui la constituent, 2,6 millions, ou par le nombre d'établissements qu'elle représente. Mais l'ESS, c'est aussi et surtout des activités qui contribuent quotidiennement à la vitalité économique, à la cohésion sociale, à la transition écologique de notre société. Alors, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire apporte à notre société ? C'est ce que vous allez découvrir en écoutant cette série de 4 podcasts produits par ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. ESS France souhaite remercier les partenaires qui ont permis la réalisation de ces podcasts et du panorama de l'économie sociale et solidaire 2022 en soutenant l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire. Il y a la Banque des Territoires, la Caisse d'épargne, Quorum et le Secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Je suis Philippe Chibiani-Jacot, je suis journaliste et notamment le rédacteur en chef de NES, NE2S, le média des nouvelles solidarités, et je vais animer ce podcast en compagnie d'Antoine Détourné, délégué général de ESS France. Nous allons parler transition écologique dans ce 4e et dernier épisode. Cette transition qui impose une transformation profonde de nos modèles industriels, de nos modèles énergétiques et économiques. Mais pour l'ESS, quelle est la part qu'elle peut prendre dans cette transition ? Antoine Détourné, est-ce que l'ESS peut peser, peut contribuer à l'objectif de la neutralité carbone à atteindre d'ici 2050 en Europe ? Elle le fait, à mon avis, déjà sans forcément le dire, parce que d'abord, l'économie sociale et solidaire, elle porte en elle une forme de sobriété. C'est-à-dire que comme sa raison d'être, c'est les raisons d'agir de celles qui l'animent et qui la font, sont de répondre à des besoins sociaux. La question, c'est pas d'essayer de vendre quelque chose qui ne sert à rien, qui va générer des flux de matière, qui va générer des flux de transport, etc., mais bien de répondre à des besoins humains. Et bien forcément ça limite déjà le gaspillage qu'on peut trouver dans notre société de consommation, disons-le clairement. La deuxième chose, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a quelques semaines, l'ADEME a sorti 4 grands scénarios de transition pour atteindre la neutralité carbone. Les 2 plus ambitieux se reposent sur 2 choses. Le premier, c'est un réemploi massif. L'ESS sait faire le réemploi parce qu'elle sait redonner de la valeur à ce qui est délaissé par le marché et par un bon nombre d'entreprises classiques. Le deuxième scénario, il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur les coopérations territoriales. Ces coopérations territoriales qui permettent de mettre en commun les ressources, de les faire circuler à la bonne échelle. Et ben, c'est aussi ce que sait très bien faire l'économie sociale et solidaire. Donc l'économie sociale et solidaire, elle est déjà dans l'expérimentation des modèles dont nous aurons besoin demain et qui vont devoir sans doute, si on suit les scénarios qui nous permettront de maîtriser notre avenir et de limiter le réchauffement climatique, être celles et ceux qui deviendront des modèles communs. Alors, pour illustrer tous ces propos que vous venez de tenir, on va s'appuyer sur 3 chiffres, tout comme nous l'avons fait sur les 3 premiers épisodes de la série. Premier chiffre, 500 000. 500 000, c'est le nombre d'utilisateurs de l'application Mobicop. Alors Mobicop, en 2 mots, c'est une application de covoiturage solidaire, notamment qui fonctionne sans commission et qui met donc toute son énergie dans la mise en relation des personnes pour réaliser ces trajets-là. En quoi ces 500 000 utilisateurs de Mobicop révèlent quelque chose de la contribution de l'économie sociale et solidaire à la transition écologique ? C'est la démonstration de ce que peut faire l'économie sociale et solidaire et ne peut pas faire le reste de l'économie sur la question des mobilités. Pourquoi ? Parce que même si on peut dire que 500 000, c'est sûrement un chiffre assez restreint par rapport aux capacités d'un Blablacar ou des géants du secteur. C'est évidemment pas assez. Mais Mobicop est une belle licorne. Vous savez, c'est start-up de l'ESS, si on doit les appeler comme ça, qui sont très prometteuses et ont envie, par volonté de transformer la société, de s'adresser à beaucoup plus de monde. Donc ça, on peut tout à fait leur faire confiance sur le sujet. Ils s'adressent quand même à un sujet qui est fort, qui est la mobilité de proximité. 100 000 utilisateurs, 500 000 utilisateurs, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est 1
quand on regarde à quel prix est l'essence aujourd'hui, le litre d'essence, on voit les enjeux que ça peut poser. Quand on voit également combien le secteur des transports, et notamment des transports de proximité, est responsable de l'augmentation des émissions carbone, on est au cœur du sujet. Donc, créer des solutions, c'est exactement ce dont on a besoin. Et ces solutions dans l'ESS, elles s'appuient sur quoi ? Sur le partage. Sauf que le partage, ça s'organise, et c'est mieux organisé en général si chacun peut avoir voix au chapitre, si on est dans une logique coopérative, etc. Donc, moi, je vois dans Mobicop une promesse et une réponse là, présente, qui ne demande qu'à être développée aux grands enjeux qui sont à traiter pour la transition écologique. En tirant le fil, sur la question des transports, sur la question de la logistique, les modèles de demain, l'ESS les a déjà inventés, et déjà en train de les mettre en place. Sur la logistique, la cyclo-logistique est en train de bouleverser un nombre de centres-villes de notre pays. C'est ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre par des vélos et non plus par des voitures. Exactement, mais pas seulement des repas. On parle là de colis, on parle de marchandises, qui fait que les mobilités décarbonées, c'est possible, et c'est en train de connaître une nouvelle échelle. Et puis, l'ESS est aussi présente pour assurer de la cohésion entre les territoires. Parce que je pense que personne ne rêve d'un monde de transition écologique où nous serions immobiles. Et je pense que l'exemple de RideCop, qui permet au train d'être à nouveau présent sur des territoires où il est en voie de disparition, montre qu'on sait articuler solidarité entre les territoires, mobilité, et sobriété dans ce pourquoi on se déplace et de comment on se déplace. Deuxième chiffre pour contribuer à cette discussion, c'est 1 million. 1 million de paniers jardins de cocagne sont distribués par an. Pour rappel, les jardins de cocagne, ce sont des jardins d'insertion, des maraîchages d'insertion, et qui fournissent des paniers de légumes réguliers à une population, et notamment en termes d'accessibilité de prix, c'est très très concurrentiel. Là encore, pourquoi choisir ce chiffre-là pour révéler la contribution de l'ESS à la transition ? Bien, quand on est en capacité de produire 1 million de paniers, c'est qu'on n'est pas marginal, on n'est pas négligeable, et qu'on est sans doute une des solutions pas assez utilisées, pas assez exploitées. Vous le disiez, on est sur une logique qui n'est pas seulement écologique, on est aussi sur une logique qui est solidaire, c'est-à-dire une volonté de rendre accessible de la nourriture fraîche, de qualité, de saison, à des populations qui ne peuvent pas toujours s'autoriser les prix du bio dans un certain nombre de grandes surfaces. Et donc ça, c'est particulièrement précieux. Globalement, l'ESS est présente depuis des années sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur ce qu'on appelle la résilience alimentaire, c'est-à-dire la capacité à remettre notre société dans le bon ordre, c'est-à-dire on jette de la nourriture alors qu'il y a des gens qui ont du mal à y accéder. Et quand on voit l'inflation aujourd'hui, l'augmentation des prix des denrées de base, ça va être particulièrement précieux de pouvoir activer les mécanismes que propose le type d'entreprises telles que les jardins de cocagne. Donc il y a égalité, efficacité, et puis aussi organisation de circuits courts. Parce que quand on regarde aujourd'hui le formidable déploiement des plans alimentaires territoriaux, on s'aperçoit que très souvent l'ESS est là, par des coopératives, par des associations, parfois par des fondations, bref, par plein de moyens. La question de l'alimentation est traitée par l'ESS selon un modèle un peu différent de celui que nous connaissons actuellement. Et on retrouve là encore une fois ces logiques de sobriété, d'économie, qui permet effectivement d'avoir cet impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, puisque plus on consomme ce qui existe et on ne jette pas pour produire en plus, on fait des économies d'émissions de gaz à effet de serre et on contribue à cet objectif de neutralité. La proximité, ça s'organise. Y a des gens qui sont capables d'organiser des chaînes de valeur mondiales, mais organiser en proximité l'accès à la nourriture, les faire arriver auprès des populations qui en ont le plus besoin, etc., ça nécessite souvent d'aller chercher un peu en dehors des modèles classiques. Et c'est ce que fait assez bien l'économie sociale et solidaire. Passons au troisième chiffre, 9000.
9000, c'est le nombre d'associations locales qui sont affiliées à France Nature Environnement. Là, on aborde une autre question qui est la question de la sensibilisation, même de l'information et de la formation des citoyens à ces enjeux de transition écologique. 9000 associations, c'est très très important. Est-ce que ça veut dire que l'ESS a cette capacité, cette puissance de feu de mobiliser par la base les citoyens sur ces enjeux de transition ? Je pense que si on doit montrer combien les associations sont dans l'ESS et précieuses à l'ESS, le chiffre qui vient d'être donné, il le démontre. Parce que en travaillant, en faisant de l'éducation populaire, en sensibilisant aux enjeux écologiques, aux enjeux de biodiversité, aux enjeux de lutte contre le climat, aux enjeux d'économie d'énergie en proximité, comme le font ces milliers d'associations, eh bien on est déjà en train de prendre la main des citoyens pour qu'ils aillent vers l'économie de demain, mais ensemble. C'est-à-dire en s'adressant non pas seulement à celles et ceux qui ont les moyens d'acheter les livres, qui ont les moyens d'avoir du temps pour rechercher des consommations, on va dire, plus écolo. Non, là, il s'agit de s'adresser à tout le monde et l'éducation populaire est en train de connaître un grand virage sur le sujet, sur le sujet de la transition écologique. Et je pense que la transformation des représentations, de la façon dont on se cultive, dont on apprend, dont on consomme, dont on échange, dont on produit, eh bien, elle ne viendra sans doute pas du modèle de la publicité classique. Il viendra de l'engagement, il viendra de ce tissu qui est aussi très présent en proximité. C'est-à-dire que voilà, ce nombre de 9000 associations, c'est pas des gens qui sont en l'air, c'est des gens qu'on peut croiser au coin de la rue, c'est des gens qui animent des lieux et qui permettent à n'importe qui d'être confronté aux enjeux et de mieux les comprendre et aussi d'agir en tant que citoyen responsable, émancipé. Donc ça, c'est quand même très très précieux. Alors le principe de ce podcast, c'est aussi de diversifier les éclairages sur les sujets qu'on aborde. Je vous propose d'écouter une interview maintenant, l'interview de Bastien Sibylle, qui est le fondateur de Mobicop, cette coopérative qui crée une application de covoiturage dont on a parlé en début d'épisode. Je commence par lui poser la question de nous décrire en quelques mots la globalité de son activité et de nous donner un peu quelles sont ses raisons d'agir. On l'écoute. Écoutez, nous avons fondé Mobicop parce que nous avons estimé qu'il fallait que le covoiturage, en tant que dispositif de partage des mobilités individuelles, reste un bien commun, là où il était petit à petit privatisé par la mise en place de grandes entreprises classiques de sociétés de capitaux sur le covoiturage. Donc on a voulu créer une coopérative d'intérêt collectif qui sache emmener toutes les parties prenantes du covoiturage en France, et notamment les collectivités territoriales, de façon qu'elles puissent créer un commun autour du partage de la mobilité. Et oui, nous sommes une entreprise d'économie sociale et solidaire parce que, oui, nous pensons que la transition écologique, qui est le cœur de notre action, ne pourra pas se faire sans la solidarité. Et donc, nous avons des programmes au sein de la coopérative qui sont des programmes aussi de mobilité solidaire. Donc, on cherche bien à allier à la fois une dimension écologique, par la réduction de l'impact de la voiture individuelle, et une dimension solidaire, par l'association de l'ensemble des publics à ces dispositifs de partage de la mobilité. La neutralité carbone à atteindre en 2050 impose de réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ces réductions seront le fait sur le transport, le fait de l'aviation, du transport de marchandises, la fin des voitures émettrices de gaz à effet de serre et de CO2. En quoi Mobicop contribuera à ces réductions? Et plus globalement, comment est-ce que l'ESS peut contribuer à ces réductions d'émissions alors qu'elle est déjà finalement, dans une grande partie de ses activités, dans un principe de sobriété? Alors, je vais commencer par Mobicop, qui est la partie facile de votre question, puis après j'adresserai celle de l'ESS. Pour ce qui concerne Mobicop, écoutez, nous travaillons au partage de la mobilité individuelle, c'est-à-dire que nous essayons que chaque véhicule en circulation serve un plus grand nombre d'utilisateurs, de façon qu'in fine, il y ait moins de véhicules en circulation. Car il y a une chose certaine, c'est qu'il n'y a pas de meilleure mobilité que celle qui est partagée pour réduire l'impact de la mobilité. Vous pouvez mettre dans le parc français toutes les voitures électriques que vous voudrez. Certes, vous diminuerez le CO2, mais vous êtes en train de créer d'autres problèmes écologiques à moyen, long terme. Donc, je pense que sur Mobicop, c'est assez simple. Plus il y a de personnes dans les voitures, plus on divise le niveau de CO2, il n'y a rien de plus efficace. Pour ce qui concerne l'ESS,
permettez-moi de venir peut-être challenger un peu votre proposition. L'ESS est-elle vraiment sur la sobriété ? Avons-nous vraiment au sein de l'ESS, nous sommes-nous vraiment posé la question de notre rapport à la croissance ? L'ensemble des structures de l'économie sociale se sont-elles mises en position de transformer un paradigme qui était celui de répondre à la crise de l'emploi dans les années 80, au moment 80-90, au moment où on a constitué l'ESS, pour passer dans un paradigme qui est aujourd'hui celui de la transition écologique et qui donc appelle un autre rapport à la croissance. Alors certes, l'ESS a des forces. Elle a une force parce que les structures qui la composent ne sont pas liées au capital. Et donc ça lui donne une force dans la sobriété. Mais la met-elle vraiment en œuvre aujourd'hui ? Je ne sais pas. Dès lors, quel pourrait être le rôle singulier de l'ESS à jouer dans la transition écologique ? On sait bien que sur ces questions de transition, il faut massifier les pratiques, il faut massifier les réductions. L'ESS peut absolument jouer un rôle dans la transition écologique. D'abord parce qu'il n'y a pas de petite action en la matière. Donc, ne serions-nous que 1% du PIB, ce pourcent compterait, premièrement. Deuxièmement, parce qu'elle a une valeur d'exemplarité et elle jouit d'un attachement de ses sociétaires et de ses clients pour la forme qu'elle représente. On a créé l'Alliance des licornes, coopérative d'intérêt collectif pour la transition écologique. C'est 1 million de clients, c'est presque 100 000 sociétaires. Je vous assure que quand on les a en assemblée générale, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux et nous. Alors si on sait amener à ces gens-là des solutions, des façons de voir précisément notre rapport à la consommation, à la production. Alors oui, on aura fait avancer la question de la transition écologique. Merci à vous, Bastien Sibylle. Merci beaucoup. Antoine Détourné, au fil de cette discussion qui partait du constat qu'on a besoin dans cette transition écologique de se défaire de la dépendance aux énergies fossiles et donc de modifier nos modèles industriels et économiques, je comprends par vos réponses que l'ESS est d'abord une question de rapport à la sobriété de nos consommations et de réorganisation par la proximité de ces consommations. Est-ce que, pour autant, vous diriez que l'ESS est contributeur à la baisse de notre dépendance énergétique aux énergies fossiles ? Je pense que l'ESS est une forme de libération des dépendances que l'on subit et qui suscite chez les uns et chez certains de la crispation parce qu'ils voient leur mode de vie disparaître sans voir comment ça pourrait être mieux après, ou alors de l'éco-anxiété chez beaucoup de jeunes générations qui se disent mais quel monde on ne fait pas assez ou on fait rien pour empêcher les catastrophes qu'on nous annonce. Donc je pense que se libérer, c'est se libérer l'esprit et c'est se libérer par l'action, c'est-à-dire en proposant des solutions qui existent déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en faisant cela, l'économie sociale et solidaire invente aussi l'économie de demain, où on relocalise la production de valeur, où on redécouvre comment on peut échanger, s'enrichir autrement au niveau local et en proximité. Il y a un épisode sur la localisation, je pense qu'on est complètement là-dedans. Tout ça, ça se vit en proximité dans les territoires. Et tout le monde sait que le monde d'après la transition écologique sera sans doute un monde mieux localisé. Eh bien, l'ESS est une fenêtre ouverte sur ce monde. Antoine Détourné, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette série de podcasts qui prend fin donc avec ce 4e épisode. Je vous invite, si vous ne les avez pas écoutés, à réécouter les 3 premiers épisodes que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de ESS France. Merci à vous.